Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue sur, sur ce webinaire organisé par la région AFE Hauts-de-France en collaboration avec l'AFE Ouest Atlantique. Donc, ça m'a pas mal d'inscrits. Donc, Franck Merillon, qui sera notre intervenant pour cette présentation, qui est également expert AFE, va nous parler de l'éclairage des lieux de travail et de la norme NFEN 12644-1. Donc, je vous propose donc de faire cette présentation en deux temps. La présentation de Franck sur ce sujet et dans un second temps des échanges écrits. Alors sachant qu'on a un timing très serré parce que je crois à 10h40-45 tu dois quitter, Franck, il me semble. Donc on avait Oui, calé ça. oui. Voilà. J'ai encore une autre mission après, en fait. Mais bon, Donc voilà. on On est va dans le temps, caler. hein. Oui. Voilà, donc au niveau des questions, donc soit vous les posez à la fin, soit vous les posez via le chat et Franck essaiera de répondre soit en cours, soit on répondra à la fin en fonction des demandes. Voilà, ben je vous souhaite à tous un bon webinaire et je passe la main à Franck pour cette présentation. À tout à l'heure, merci. Alors, bon, comme l'a dit Roger, effectivement, on va parler de la NFEN 12464-1, hein, il s'agit bien des lieux de travail intérieurs, en fait. Et on le voit bien, bon, bah, elle a évolué, hein, étant donné qu'elle a été republiée l'année passée, en août 2021. Et elle fait suite à celle de 2011 en fait. Et donc on va un petit peu balayer durant ce webinaire et de façon la plus synthétique possible les évolutions parce qu'il y en a eu en fait. Et donc on va regarder les évolutions qu'il y a eu au fil des années en fait. Alors on me pose souvent la question, est-ce qu'elle est obligatoire? On va y répondre en fait à cette donnée-là. Rappel de la norme, on va balayer les points les plus importants dans l'introduction, parce que souvent, quand on me pose des questions, et bien souvent les réponses sont dans les introductions de la norme. Alors on regarde principalement les tableaux qui y sont associés. Mais effectivement, l'introduction est riche d'enseignements, étant donné qu'elle apporte beaucoup de réponses à des questions existentielles qu'on se pose sur les projets d'éclairage intérieur. On va voir l'évolution, en fait, hein, quels sont les différents points qui ont été mis en place. On va prendre l'une des annexes, en fait, qui montre comment le projet d'éclairage en intérieur eh bien, va évoluer et va devenir un petit peu plus passionnant qu'avant. Et puis, bah, effectivement, on va répondre à vos questions si nécessaire. Bon, là, j'ai mis le chat, hein, si vous avez des questions, effectivement, je peux les voir en direct, comme ça, j'ai l'information, en fait. Hop. Alors, effectivement, on voit que celle de 2021, elle fait suite à celle de 2011, elle fait suite à celle de 2002. Hein. Et avant, effectivement, on utilisait principalement les recommandations de l'AFE, en fait, hein, étant donné qu'il n'y avait pas de normatif. Mais voilà, hein, depuis le début du siècle, en intérieur 2002, la 12464-1 est apparue. En 2005, effectivement, pour ceux qui font du routier, la 13201, les 13201 sont apparus. Donc on voit bien que tout ça a bien légiféré, sachant que toutes ces normes viennent de l'Europe et bah, finalement, elles sont transcrites en droit français, en fait, en NF. Alors, celle de 2002, vous voyez, finalement, c'était assez simple. Hein, et là, j'ai pris le tableau des bureaux. 500 luxe, un UG1 ne pas dépasser de 19 et un IRC de 80, avec un 0,7 d'uniformité pour tous les lieux de travail. Et puis, l'introduction, effectivement, à cette époque-là, de dire, bah voilà, c'est 500 luxe sur le bureau, c'est 300 luxe autour, avec le côté pervers, on l'a vu dans le domaine français, c'est-à-dire qu'on a construit les bureaux à 300 luxe et non plus à 500, libre à l'occupant de complémenter les lieux de travail, en fait. En 2011, bah, effectivement, petite modification là, étant donné que le 0,7 d'uniformité partout, c'était un peu contraignant, surtout par exemple dans un couloir, en fait, hein, eh bien, ajout en fait d'une nouvelle colonne qui est l'uniformité pour chacune des zones de travail. Et le bureau n'est plus passé à 0,7 mais il est passé à 0,6 et les couloirs par exemple à 0,4 avec des variations en fonction du lieu de travail. Donc une petite
évolution en 2011, mais sans grande conséquence, entre guillemets, simplement une adaptation des uniformités, et patatras en 2021. Donc là, on est en plein dedans. Ajout de 4 colonnes, en fait, supplémentaires, avec effectivement des éclairements de tâches exigés et modifiés. On va expliquer tout cela par la suite. Un éclairement cylindrique, un éclairement moyen sur les murs, un éclairement moyen sur le plafond. Bon, donc effectivement, là, ici, on le voit que par rapport aux deux précédentes formulations, eh bien, il y a une grande différence. Alors, est-ce que c'est obligatoire, à votre avis? Est-ce que la NF 12464-1 est obligatoire ou pas? Vous vous êtes déjà posé la question. Oui, non. Bon, alors pour que une norme soit obligatoire, effectivement, il faut qu'elle soit appelée par un arrêté ou un décret, en fait. Sinon, finalement, ça reste une norme, hein, comme il existe plein de normes. Hein, la 12464-2, qui est les lieux de travail extérieurs, bon, finalement, on n'est appelé par personne. La 1593 n'est appelée par personne, même si elle est intégrée dans l'ARE 2020, en fait. Mais effectivement, cette dernière, l'ARE 2020, eh bien, appelle la 12464-1. Alors, là, ici, on le voit, le décret d'application est paru le 4 août 2021. Il fait 1838 pages, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, la RT 2012, elle faisait 1300 pages. On a rajouté 500 pages dans ce décret, en fait. Et donc, là, ici, on l'appelle bien. Alors, l'ARE 2020, comme la RT 2012 à l'époque, a été décalée. Bon, crise sanitaire oblige. Elle est néanmoins obligatoire dans toutes les habitations depuis le 1er janvier de cette année et dans tout ce qui est tertiaire à partir du 1er juillet 2022, en fait. Donc, actuellement, on est toujours dans la RT 2012. Sinon, bien sûr, l'ARE 2020, la RT 2012, c'est pour les bâtiments neufs. Hein. Sinon, on applique l'arrêté rénovation du 22 mars 2017, hein, avec l'exception pour l'arrêté du 13 juin 2008. C'est-à-dire que si le bâtiment fait plus de 1000 m², il a été construit après 1948 et le coût de la rénovation est supérieur de 25% du prix du bâtiment, eh bien, on passe sur une rénovation à la remise à la remise en vigueur de l'ART ou l'ARE en vigueur, en fait. Donc, c'est une grosse réhabilitation, donc ça veut dire qu'on refait du neuf avec de l'ancien. Donc, là, ici, effectivement, je vous fais grâce des 1838 pages. Hein. Pourquoi? Parce que bon, il y a des parties éclairage. Alors, à la page 591, hein, sur 1838, vous avez bien, on rappelle que les valeurs de référence de l'éclairement à maintenir sur la zone de travail sont données dans le tableau 79 que je vous ai mis en copie là, hein, et on voit bien que le bureau, il est bien à 500 lux et pas à 300 en fait. Hein. On voit bien qu'on appelle la 12400, ces valeurs sont tirées des exigences de la 12464-1. Bon, certes, la RE 2020 appelle encore la version de juin 2003, mais on sait très bien qu'en appelant une norme, il faut toujours prendre la dernière version en vigueur, en fait, hein, étant donné que, on le voit bien dans l'introduction à l'AFNOR, il y a les normes se remplacent, en fait. Hein, la dernière en vigueur, c'est bien celle de 2021. Là, ici, on voit bien que dans ces tableaux, on retrouve les coefficients, en fait, liés à la 1593 qui vont faire qu'on va réduire la consommation en fonction des systèmes de gestion dans l'éclairage, comme demandé dans l'arrêté rénovation. En fait. Donc, dans un bureau, effectivement, la circulation est bien à 100 lux, les toilettes à 200 lux, les salles de réunion à 500 lux. Donc voilà, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. En théorie, tous les bâtiments neufs doivent appeler la 12464-1 en valeur de niveau d'éclairement et de projet, en fait. Les autres, vous allez me dire, les autres, finalement, nous éclairagistes, c'est notre livre de chevet, en fait, hein, étant donné que c'est quand même les bonnes pratiques de l'éclairage. Et j'aurais tendance à dire, il y va de la responsabilité du maître d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre, mais aussi finalement les fabricants et les installateurs qui vont propager en fait cette bonne nouvelle et cette méthodologie en fait. Hein. Libre, effectivement, au maître d'ouvrage d'appliquer ou pas
eh bien, ces consignes-là, en fait. Même si, j'aurais tendance à dire, ça va dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que si tout le monde faisait un bon projet d'éclairage, eh bien, on n'en serait pas dans ces défaillances visuelles qu'on peut avoir maintenant. Bon, en 2017, il y a toujours des études sur l'éclairage des bureaux. En 2017, simplement 30% des bureaux étaient éclairés suivant la norme. Et il y avait encore 5% des bureaux qui n'étaient pas conformes au code du travail à 120 lux minimum sur le poste de travail. Donc voilà, il y a de l'évolution possible à faire. Donc, obligatoire dans le neuf, facultatif mais conseillé dans les rénovations en fait à utiliser. Alors, en introduction, qu'est-ce que l'on peut trouver? En introduction, on retrouve effectivement toujours les facteurs de réflexion, mais ça, c'est les facteurs de réflexion classiques qu'on va retrouver pour un plafond à 0, entre 0,7 et 0,9, les murs à 0,5, 0,8, le sol à 0,2, 0,6, même si j'aurais tendance à dire les facteurs de réflexion standards en tertiaire, c'est 7, 5, 2 en fait, avec en industrie 5, 3, 1, 50, 30, 10. Ensuite, on a les échelles des éclairements qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que finalement, on a vu, on va pouvoir modifier les éclairements en fait. Mais on ne va pas les modifier selon notre bon vouloir. On va les modifier en fonction effectivement des échelles d'éclairement. Ça veut dire que bon, là ici, on part de 5 lux jusqu'à 10 000 lux. Nous, on va plutôt être intéressé par les valeurs en rouge, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000 en fait. Pourquoi? Parce que finalement, on le voit et vous commencez à le comprendre. Eh bien, quand un bureau, je peux aller de 500 à 1000, je ne peux pas dire comme ça, je veux aller à 621 lux. Non, ça sera effectivement par palier, c'est-à-dire 500, 750, 1000. En fait, ce sont des valeurs graduelles et d'échelle en fait. Idem quand si je descends d'un agrément, en fait, je vais descendre en fonction de cette échelle d'éclairement. Ensuite, on a toujours l'UGR, qui est toujours un grand débat en fait sur cette valeur-là. En fait, c'est toujours des niveaux d'UGR à ne pas dépasser en fait. Et donc, dans un bureau, on ne doit pas dépasser un UGR de 19. Bien entendu, je vous ai remis la formule. Pourquoi? Parce que il est toujours évident que l'UGR est un calcul en fait. Certes, il dépend un peu de l'appareil, mais il dépend aussi de la volumétrie dans lequel il se trouve et des facteurs de réflexion des différentes parois. Pourquoi? Parce que l'on voit bien dans la formule, l'UGR est bien un rapport en fonction de la luminance de fond et la luminance des parties lumineuses en fait de chaque luminaire dans la direction de l'œil de l'observateur. Bon, où se trouve effectivement cet observateur, et donc j'aurais tendance à dire normalement c'est un calcul en fait. Pourquoi? Parce qu'un luminaire, certes, estampillé inférieur à 19 sur la notice technique, il est dans la majorité des cas inférieur à 19. Néanmoins, si je mets les murs en noir, eh bien cette UGR sera supérieure à 19 en fait. Donc voilà. Donc il n'y a pas l'UGR, effectivement, est théoriquement un calcul qui est fait en fonction de la situation et de l'endroit dans lequel il est positionné, en fait. Ensuite, le gros de l'information, c'est-à-dire qu'effectivement, l'introduction de la norme nous dit bien que la zone de tâche, dans le tableau, on a bien le niveau d'éclairement à mettre sur la zone de tâche, en fait, avec l'uniformité que l'on a donnée. Ensuite, pour l'équilibre des luminances, finalement, dans la zone environnante, qui fait minimum 50 cm autour de cette zone de tâche, en fait, mais elle peut être définie par l'utilisateur de façon plus importante, en fait, eh bien, on a un rapport. C'est-à-dire que si on a un bureau à 500 lux, à côté, on va mettre 300 lux, en fait. Et là, l'uniformité n'est plus, comment dirais-je, donnée par la zone de tâche, mais est à 0,4, en fait. Donc là, ici, on a
un tableau de niveau d'éclairement de la zone de tâche et de la zone environnante. Hein. Si on a 300, ça sera 200. Si on a 750, ça sera 500. Mais on retrouve finalement les graduations et les échelles, en fait. Hein. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ces échelles sont le fondement d'une bonne répartition de l'éclairage, en fait. Ensuite, on a une zone de fond. La zone de fond, effectivement, qui elle est au niveau du sol, hein, au moins, et qui correspond finalement à un tiers du niveau d'éclairement de la zone environnante. Alors, dans ce cas-là, effectivement, si on a 300 lux en zone environnante, ça sera 100. Néanmoins, il faut toujours vérifier si on n'a pas d'évolution de ces zones environnantes en fonction de la zone de tâche. Pourquoi? Parce que finalement, au plus la zone de tâche va augmenter, au plus la zone environnante va évoluer aussi, en fait. Bien entendu, on a toujours cette zone d'exclusion, en fait, hein, qui correspond toujours finalement à la bande des 50 cm, hein, tout le tour de la pièce. Bien sûr, quand la pièce est petite, on ne va pas faire une zone périphérique. Néanmoins, là aussi, hein, la norme nous dit bien, voilà, la zone d'exclusion, elle est normée. C'est-à-dire que vous avez un couloir, je vais prendre la plus petite dimension et je vais mettre 15% en fait. Hein. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus dans les zones d'exclusion. On l'estime pas soi-même, c'est pas nous qui faisons le normatif en fait et qui décidons d'une dimension. On va prendre effectivement 15% de la plus petite dimension. Voilà. Donc là aussi, finalement, tout ça est bien défini. Normalement, le bureau d'études doit bien définir et établir et documenter ces différents paramètres d'études, en fait. Pourquoi? Parce que finalement, on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut expliquer. Alors, bien sûr, si on ne sait pas où est la zone de tâche, c'est toute la zone hein, avec une zone d'exclusion qui va devenir niveau d'éclairement moyen de la tâche. En fait. Les murs et les plafonds, là, on a vu qu'on a ces nouvelles colonnes en fait hein, qui sont apparues. Eh bien, là, on va être un petit peu moins restrictif. On va être finalement à une uniformité de 0,1. Et là aussi, on va pouvoir, et c'est dans la norme, hein, utiliser une bande de 50 cm en haut, en bas ou sur les côtés ou tout autour en fait. Hein. Donc là aussi, l'intérêt hein, de ces zones d'exclusion, de ces bandes de retrait, c'est bien entendu pour favoriser l'uniformité et finalement d'optimiser, comment dirais-je, le placement du nombre d'appareils, mais aussi finalement le point de vue énergétique en fait. Donc, là aussi, hein, le maillage, finalement, il est précisé. Hein. On a un tableau en fonction finalement des dimensions du local. Et puis, en fonction de celle-ci, eh bien, on va avoir un nombre de points minimum à respecter ou un maillage à respecter, en fait. Alors, là aussi, hein, les logiciels utilisent, là, ici dans cette salle de réunion, avec une zone d'exclusion de 50 cm, eh bien, le logiciel, on le voit bien, me calcule, suivant la norme, le nombre de points de calcul. Là aussi, finalement, on le voit bien dans un logiciel, hein, on peut modifier le nombre de points de calcul. Alors, si on est en deçà, eh bien, on dépasse la ligne rouge. Si on augmente, eh bien, on va se pénaliser un petit peu, étant donné qu'on va se rapprocher des coins là où il y a le plus petit niveau d'éclairement. Donc, l'uniformité, c'est bien humide sur moyen. Et donc, là, ici, tout l'enjeu, c'est d'avoir un maillage représentatif et normé, en fait. Là aussi, on ne fait pas ce que l'on veut, hein, même si tous les logiciels nous permettent de modifier aisément finalement tous ces paramètres-là. Et on a tous connu, hein, avec les logiciels propriétaires du siècle passé, finalement, on jouait avec les points de calcul et on les plaçait là où ça nous arrangeait pour avoir les résultats qui nous avantageaient. Donc là aussi, tout ça est assez normé en fait. Bon, alors,
là, ici, on l'a déjà vu, hein, finalement, ces nouvelles colonnes, en fait, hein, sont apparues. Alors, le bureau, c'est toujours 500 luxe sur le plan de travail, bien sûr, quand on sait où se trouve le plan de travail. Si on ne sait pas où se trouve le plan de travail, c'est tout le bureau qui devient 500 luxe avec une uniformité à 0,6. Et puis, on peut modifier, en fait, compte tenu des caractéristiques, hein, et là, la norme nous dit bien, et on va le voir après, quelles sont les caractéristiques qui vont faire que je vais pouvoir modifier en fait un niveau d'éclairement. Je ne le fais pas comme ça parce que ça me fait plaisir, hein, je le fais sous des conditions requises en fonction des questions que je vais me poser. Et là, vous avez bien compris, je ne vais pas être n'importe où, hein, soit je vais monter à 750, soit je vais monter à 1000 lux en fait. Là aussi, on a l'éclairement cylindrique. Alors, on va le définir juste après, hein, mais l'éclairement cylindrique, c'est l'éclairement vertical qui va me permettre de communiquer correctement avec vous, en fait, hein. L'éclairement sur les murs et le plafond, eh bien, j'ai un niveau d'éclairement qui est en raccord avec l'éclairement exigé. Alors, c'est pas nouveau non plus, hein, l'éclairement sur les murs et les plafonds. La version de 2011 demandait déjà un niveau d'éclairement sur les murs et le plafond, mais ces valeurs-là étaient intégrées dans l'introduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lisiez l'introduction, on avait bien en 2011 une demande de 50 lux 0,1 d'uniformité sur les murs et de 30 lux 0,1 d'uniformité sur le plafond. Alors, vous allez me dire, effectivement, de 50, on va passer à 150, de 30, on va passer à 100. Oui, ça s'appelle toujours le rapport de luminance, en fait, hein. C'est chose que l'on calcule finalement à la formation de base en éclairage intérieur à la FE, hein. Les rapports E1 sur E4 et E3 sur E4 pour ceux qui ont fait la base, hein. Les rapports de niveau d'éclairement entre le plafond, les murs et le plan de travail, ils existent depuis longtemps en fait. J'aurais tendance à dire, les voilà inscrits dans le marbre de la norme actuellement en fait, avec des ratios qui sont définis et qui permettront finalement un bon rapport de luminance, mais comme le prône aussi le code du travail, hein, le rapport de luminance dans le champ visuel, c'est l'une des conditions requises d'ergonomie pour bien travailler correctement en fait, étant donné que de trop forts contrastes vont permettre finalement une fatigue plus rapide des yeux et de l'attention en fait. Alors, quels sont les motifs, hein? Les motifs de changer. Alors, il y avait une tentative de changer le code du travail à l'époque, mais bon, vous vous rappelez, on est toujours sur des valeurs minimum. Alors, il y a eu, alors pour les experts, hein, la X35-103 en fait, hein, et on voit bien que cette X35-103 pardon, a aussi nourri cette évolution de la norme. Pourquoi? Parce que quand je regarde les questions qu'on posait dans la X35-103, c'était quoi? C'était aussi des échelles de niveau d'éclairement. Et on se demandait, est-ce que le travailleur a plus de 50 ans? Oui, non. Et vous commencez à comprendre en fait la méthodologie, en fait, hein. C'est-à-dire que si j'ai plus de 50 ans et tous les ophtalmologues vous le diront, hein, arrivé à 50 ans, eh bien l'œil commence à fatiguer. Arrivé à 60 ans, il a perdu beaucoup de son acuité visuelle et ainsi de suite. D'autant plus que maintenant, on entend parler que la retraite sera de plus en plus longue, donc on va travailler de plus en plus longtemps, donc il faudra travailler un bon éclairage pour les personnes comme moi, hein, qui vont devoir, qui ont plus de 50 ans et des yeux qui sont défaillants en fait. Le facteur de réflexion, les contrastes sont-ils particulièrement faibles? Et là, c'est la X35-103 qui se posait la question. Les erreurs peuvent-ils avoir des conséquences sérieuses? La tâche est-elle occasionnelle? Et puis, bien entendu, même si le code du travail l'intégrait déjà, le local est-il aveugle? Ah oui, si le local est aveugle, il faudra monter d'un cran, en fait, hein. C'est ce que nous disait la X35-103 à l'époque. Néanmoins, nous, les questions qu'on va se poser et qui sont dans l'introduction de la 12464-1, eh bien, le travail visuel est critique.
Les erreurs sont coûteuses à corriger, mais ça, on le retrouvait hein, dans les conséquences sérieuses. L'exactitude, une plus grande productivité ou concentration accrue sont de la plus haute importance. Les dimensions, contrastes et détails de la tâche visuelle sont anormalement faibles. La tâche doit être exécutée dans un temps anormalement long, en fait. Et puis, bon, l'aire d'une tâche ou d'une zone d'activité peu exposée à la lumière du jour, on retrouve le local aveugle et les capacités visuelles du personnel sont-ils plus faibles que la normale, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on a un déficient visuel dans le personnel ou simplement est-ce qu'effectivement la moyenne des travailleurs est de plus de 50 ans, donc ça veut dire qu'effectivement dans ce cas-là, on va pouvoir monter. Alors, les critères qui font que je vais pouvoir diminuer, là ici ils sont plus faibles, hein, c'est simplement les dimensions et contrastes et détails de la tâche sont anormalement élevés, à contrario contraste faible, où la tâche ne doit être accomplie que durant un temps exceptionnellement court en fait. Donc là, ça perd. Si je réponds oui à ces deux questions, bien, je peux redescendre d'un cran en fait. Donc là, ici, c'est clair. Effectivement, le projeteur, le bureau d'études va se poser effectivement ces questions-là sur finalement son projet d'éclairage et ses niveaux d'éclairement à mettre en œuvre en fait. L'éclairement cylindrique, là aussi, ça va dans le bon sens. Hein. Un petit peu, bon, on a fait un webinaire récemment sur le sportif, les stades de foot. Hein. Effectivement, dans les grandes compétitions, hein, dans les grosses catégories, on a un éclairement vertical à respecter. Bon, vers les champs des caméras, là ici, en intérieur, eh bien, on va respecter un éclairement cylindrique vertical, et on dit bien dans la norme les 4 éclairements verticaux orthogonaux les uns par rapport aux autres en fait. Hein. Donc le logiciel va nous calculer ces 4 points et va nous faire effectivement ce rapport là. Et puis là aussi, hein, dans le maillage représentatif. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas où se trouve la personne, eh bien, dans un maillage représentatif du plan de travail, eh bien, on va calculer informatiquement ces niveaux d'éclairement cylindriques, en fait. Bien entendu, à différentes positions, et le 1,20 m, on le connaît déjà très bien. Hein. Le 1,20 m, c'est, vous vous rappelez, hein, le calcul de la hauteur de l'UGR, en fait. Hein. L'UGR n'est pas à 80 cm, mais est à 1,20 m, la hauteur moyenne des yeux de l'observateur en position assise. Bien sûr, si la tâche se situe plutôt en position debout, eh bien la norme nous dit on va prendre 1,60 m. Bon, bien sûr, c'est une moyenne hein, d'auteur des Européens. Il y a peut-être effectivement des Français qui sont beaucoup plus grands que ça, mais là aussi, il faut bien prendre un référentiel et ces référentiels sont à ces hauteurs-là dans la norme. Donc, là aussi, finalement, ça va dans le bon sens, ça permettra de communiquer correctement et de se voir pour exécuter ensemble dans un bureau, hein, c'est de se voir dans une salle de réunion aussi, mais c'est pour permettre effectivement cette reconnaissance verticale. Alors là aussi, hein, l'uniformité, elle n'est pas excessive, on ne demande pas non plus quelque chose de très pointu, hein. L'uniformité est à 0,1, donc finalement, on n'a pas une exigence sur toute la zone qui est forte en fait. Donc là ici, vous avez vu, hein, dans un bureau 500 luxe, eh bien, j'ai besoin de 150 en cylindrique vertical. Alors, bien sûr, on a l'éclairement sur les murs, on a l'éclairement sur le plafond. Et donc, si je regarde informatiquement parlant, eh bien, là, je vais devoir rajouter dans mes calculs ces notions-là. Hein, c'est-à-dire que finalement, là, ici, c'est un scan avec Dialux Evo, même si on sait très bien que les modules normatifs ne sont pas encore remis à jour dans les logiciels, ils vont l'être en fait. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Avant, on mettait simplement le petit plan là ici que l'on voit à 80 cm qui était effectivement le plan utile. Et donc dans ce cas-là, on voit que bon, j'avais 546 lux 0,8 d'uniformité qui était assez intéressant en fait. Je calculais l'UGR en fait, et puis bah, maintenant j'ai besoin de mettre plusieurs couches. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir rajouter effectivement, et on le voit là ici, j'ai mis une autre couche à 1,20 m avec le petit symbole en fait du cylindre avec l'éclairement cylindrique en fait. Et là, bon, j'ai 427 lux moyen 0,52, donc ce qui est largement suffisant par rapport bah, finalement à mes 150 demandés en fait. Et puis après, bah, je rajoute mes surfaces principales de la pièce. Pourquoi? Parce que bon, bah, finalement, il faut que avec ce logiciel, je demande les niveaux d'éclairement qu'il y a sur les murs et les plafonds. Et on voit qu'automatiquement, eh bien, il me décale en fait ces surfaces de 50 cm des parois. Alors là aussi, hein, il prend comme référentiel l'ancienne norme, c'est-à-dire les fameux 50 lux et 30 lux en fait. Hein. Donc il ne faut pas se fier à ces valeurs-là de consigne actuellement. Hein. Bon, ça va être modifié, je suppose. Et donc, on a bien le niveau d'éclairement que l'on a sur le plafond. Et là, bon, 133 lux, 0,96, hein, donc c'est assez bon. Alors, l'éclairement du plafond, vous avez compris, il est entièrement lié finalement dans une pièce à la réflexion qu'il y aura sur le sol en fait. Hein. Alors, nos amis anglais, eux, sont un petit peu plus contraignants que nous, hein, c'est-à-dire que les normes anglaises sont à 1/3 du niveau d'éclairement sur le plan utile. Ça veut dire que bah, finalement, à 500 lux, ils sont plutôt à 150, hein, et là, c'est un peu plus compliqué à atteindre. Et donc, nos amis anglais travaillent un petit peu plus avec de l'indirect, parce que simplement avec de la réflexion, ça sera compliqué en fait d'obtenir, ça serait compliqué d'obtenir les 150. Bon, là, ça l'est déjà des fois compliqué à obtenir les 100 lux. Pourquoi? Parce que bah, finalement, ça dépendra fortement en fait du luminaire qu'on va choisir en fait. Et puis bon après, on a les 4 murs et la moyenne des 4 murs hein, qui vont s'inscrire. Et là, il faudra bien vérifier effectivement si on a les niveaux d'éclairement demandés sur ces niveaux-là. Voilà. Donc là ici, vous avez bien compris qu'on va globaliser dans le champ visuel, eh bien finalement toutes les parois en fait que l'on a dans la pièce et non plus simplement focaliser sur le plan utile. Alors effectivement, avec la LED, on sait très bien que dans un couloir, sans luxe dans un couloir au sol, je pouvais focaliser uniquement que sur le sol et ne plus éclairer, finalement, si j'avais la bonne photométrie, ne plus éclairer les murs, ce qui était une bêtise, étant donné qu'effectivement, dans un couloir, bah, ce que vous voyez le plus en surface, c'est bien les verticaux et non pas le sol, en fait. Hein. Donc là, ici, voilà, une remise à jour de l'ergonomie, c'est-à-dire que bah, finalement, j'ai quand même besoin d'éclairer l'intégralité de ma pièce et toutes les parois, en fait, en fonction des critères. Alors, si je regarde une annexe, bon, il y a plusieurs annexes hein, qui essayent d'expliquer en fait hein, la méthodologie, comment on va pouvoir mettre en place le projet en fait. Un bureau, bon, bah, là ici, le maître d'ouvrage va regarder, on a un grand espace de travail, il y a plusieurs activités, donc il y a l'écriture, la dactylographie, le traitement de données, le classement, la repro, donc tout ça, on va retrouver ça dans la norme. Alors, traitement de données, c'est plutôt 500 lux, la reprographie, c'est plutôt 300. On nous donne l'indication, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'âge du personnel est réparti dans une tranche d'âge allant de la moitié de la vingtaine au début de la soixantaine, avec une tranche médiante au début de la cinquantaine. Donc, il n'y a personne en déficience visuelle. Donc, effectivement, comme c'est la médiane, pardon, est au début de la cinquantaine, ça veut dire qu'effectivement, il y a
il y a une grosse partie, en fait, hein, qui a au-delà de la cinquantaine, en fait. Et donc, là, ici, je retrouve en tant que éclairagiste, eh bien, je retrouve finalement dans mon tableau les deux possibilités, soit 500, soit 300, soit 300 lux. Alors, vous comprenez que si je prends 500 et 300, eh bien, là, ici, je vais prendre, comme dans tout chevauchement de normes, finalement la plus contraignante. Hein. Dès qu'il y a deux normes qui s'appliquent à un espace, eh bien, je dois prendre le cas le plus défavorable, en fait. Donc, ça veut dire que sur les 500 et 300, je vais prendre 500 lux. Et donc, je retrouve ma colonne habituelle, hein, 500 lux, modifiée possible à 1000, mon uniformité à 0,6, mon IRC à ne pas dépasser minimum de 80, mon UG à ne pas dépasser de 19, et je retrouve finalement mon éclairement cylindrique, l'éclairement de mes murs et de mon plafond à 150, 150 et 100. Alors, vous vous rappelez, hein, je me pose les fameuses questions hein, qui sont dans la norme. Donc effectivement, on est classé, je suis classé dans les personnes plutôt âgées, hein, dans l'espace, hein, j'ai plus de 50 ans. Donc, l'éclairement va être modifié. Hein, donc, on l'a bien vu, je vais monter d'un cran. Hein, ça veut dire que je reprends mon échelle, 500 lux. J'ai des personnes âgées, eh bien, je vais passer à 750. Comme je vous ai dit, on ne va pas mettre de façon arbitraire une valeur. Hein, ça ne sera pas 614 ou 701 lux, ça sera 750 et le 750 va devenir minimum 750 dans ce bureau en fait. Donc je remplis, je change de 750 et puis finalement là ici vous avez compris le système de graduation. J'ai mis 750 dans le poste dans la zone de tâche en fait hein, sur le bureau. Autour, effectivement, dans la zone environnante, eh bien, ça sera plus 300 lux, hein, étant donné que 750, ça sera 500 lux autour. La zone de fond, comme expliqué juste en dessous du tableau, ça sera un tiers de la zone environnante. Donc, ça veut dire que finalement, je vais diviser 500 par 3. Et donc, je vais devenir 167 lux dans la zone de fond. Et bien entendu, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'augmenter d'un échelon, finalement, les trois critères de niveau d'éclairement, c'est-à-dire le cylindrique, au lieu de 150, il va passer à 200, l'éclairement moyen des murs, au lieu de 150, va passer à 200, et le plafond, au lieu d'être à 100, eh bien, il va passer à 150 lux. Donc là, ici, si je monte d'un cran, effectivement, eh bien, je dois aussi appliquer les valeurs supérieures. Bon, pour une flexibilité, bien sûr, la norme nous dit que dans une flexibilité maximale, je pourrais encore monter d'un cran. Hein, donc, ça veut dire que je pourrais mettre un 1000 lux avec un système de dispositif de gestion d'éclairage, en fait. Hein. C'est-à-dire que si je mets un 1000 lux, vous avez compris, il faudra que je monte l'éclairement cylindrique et des murs à 300 et que l'éclairement du plafond va devenir 200, en fait. Hein. Donc, voilà, on va s'adapter à chaque fois en fonction des critères. Bon, bien sûr, tout cela, ça va être un peu compliqué. Hein. Pourquoi? Parce que là, ici, le fait d'augmenter les niveaux d'éclairement, bien, on va augmenter la puissance installée et la consommation aussi, en fait. Hein. Bon, et tout ça, ça va dans le bon sens de l'ergonomie et puis du projet d'éclairage, en fait. Hein. Donc, là aussi, j'aurais tendance à dire, tout ça, c'est à analyser avec son maître d'ouvrage pour faire un projet qui tienne la route. Alors, là, effectivement, si je prends des exemples classiques, hein, bon, il y a plus de 350 exemples hein, dans la norme. Alors, le fameux couloir, là, on voit hein, le couloir à son luxe, bon, il se retrouve dans la norme handicapée, hein, son luxe moyen exigé dans les ERP pour l'accès handicapé. Dans la 12464-1, effectivement, c'est toujours 100. Par contre, vous voyez que finalement, on ne monte pas comme dans un bureau de 2 crans, on monte simplement d'un seul cran. Alors, j'aurais tendance à dire,
en toute logique, hein, si vous avez suivi mes explications et que vous avez suivi la norme, bah, généralement un couloir, il est souvent dans une les couloirs pardon, sont souvent dans les zones, dans les locaux aveugles, hein, donc ça veut dire que bon, un couloir qui est dans un local aveugle, bah, il devrait être théoriquement non plus à 100 mais à 150 lux maintenant en fait. Et vous avez très bien compris, hein, c'est-à-dire que dans un couloir à 50 lux et à 100 lux avec 50 lux en cylindrique. Et donc là, ici, vous avez compris aussi que dans un couloir, je ne vais pas mettre le cylindrique à 1,20 m, mais plutôt à 1,60 m, étant donné que souvent on est en position debout à l'intérieur. Les murs à 50, le plafond à 30, eh bien, là, ici, je vais passer de 50 à 75 et de 30 à 50 si je fais un couloir à 150 lux, en fait. Hein. Par contre, la cantine, là, ici, 200, hein, bon, je peux monter à 300 et à 500. Bon, là, on voit, hein, si on refait un scope, l'UGR, on est toujours, bon, on a un UGR minimum à 16 dans des lieux très particuliers où on a besoin d'une ergonomie très, très fine, sachant que dans les salles de classe et les bureaux, c'est plutôt à 19, hein, les salles de réunion. Après, on gradue, hein, c'est-à-dire 22, 25, 28. Un couloir, je peux être en UGR 28, je peux éblouir dans un couloir, je n'y travaille pas et donc je n'ai pas besoin d'une ergonomie importante en fait. Bon, là ici les toilettes, effectivement, je peux éblouir aussi un petit peu, hein, bon, un petit peu moins que dans un couloir, hein, 25. Par contre, les toilettes, effectivement, les fameux 200 lux, on retrouve généralement ces valeurs-là dans les appels d'offres en fait maintenant. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Par exemple, bah, effectivement, une salle de classe. Hein, bah, la salle de classe, là, ici, alors, dans l'ancienne norme, la salle de classe était plutôt à 300 lux. La salle de classe pour adultes était plutôt à 500 lux. Là, ici, la salle de classe revient au niveau d'un bureau, en fait, hein, à 500 lux, en fait. Hormis que dans le comment dirais-je, dans la dernière colonne, là, ici, on peut lire qu'effectivement, pour les jeunes enfants, on peut passer à 300 lux. Alors effectivement, jeunes enfants, plutôt l'école primaire et maternelle, on peut rester à 300 lux en fait. Mais là, j'aurais tendance à dire à 500 lux, on retrouve parfaitement la graduation classique en fait. Voilà, donc là, ici, à vous de vous retrouver dans ces tableaux. Hein. Il y a plus de 350 cas de lieux de travail, en fait. Hein. C'est pour ça, quand je vous dis que bah, c'est notre Bible, bah, celui qui me dit bah, je ne sais pas quel niveau d'éclairement je vais mettre dans tel lieu, bah, la norme répond à toutes ces interrogations-là et répond aussi finalement à comment je vais construire en fait mon projet d'éclairage. En fait. Merci Franck de cette intervention. C'est très, très explicite. C'est un sujet, c'est vrai qu'on fait souvent des présentations sur l'éclairage extérieur, mais relativement peu sur l'éclairage intérieur. Et là, donc, c'était l'occasion justement de faire le point sur cette évolution normative. Donc, si vous avez des questions, soit vous les posez en levant la main, soit vous envoyez par le chat, et Franck essaiera d'y répondre. Bonjour. Alors merci beaucoup pour ouais, c'était très clair, donc merci beaucoup pour ça et ça permet de se réactualiser très rapidement, donc merci encore. Donc moi j'aurais deux questions en fait. La première c'est pour l'éclairement cylindrique. J'ai pas compris s'il était donc on le calcule en différents points de la pièce suivant le maillage et j'ai pas compris si après on fait la moyenne de ces éclairements cylindriques à comparer à la valeur du tableau ou si c'est chaque éclairement cylindrique du maillage qui doit être supérieur à la valeur donnée par la norme. Voilà, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'était par rapport à la zone du plan de travail. Est-ce qu'on la prend toujours horizontale, y compris lorsqu'on a du travail sur ordi ou sur écran, ou du coup on est moins amené à utiliser justement le bureau pour écrire dessus? Le plan de travail est toujours horizontal en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, là ici, on le voit bien dans le bureau, si on a un travail sur écran, on rappelle l'introduction de la norme, et là ici
je ne l'ai pas mis, mais donc dans ce cas-là, effectivement, si on a un écran sur travail, contrairement à l'idée reçue, comme le HQE disait, qu'on va pouvoir passer à 300 lux, non. En fait, on va devoir vérifier les luminances des luminaires en fonction finalement de la luminance de l'écran et du contraste. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc ça veut dire que là, ici, il faudra vérifier les luminances dans certains angles des luminaires. Et donc, le travail se fait toujours, même si on est sur un bureau, on a toujours des papiers sur notre bureau. Donc, finalement, on est toujours au niveau d'éclairement horizontal. Alors, l'éclairement cylindrique, effectivement, c'est une moyenne, en fait. Ça veut dire qu'effectivement, et c'est pour ça que l'uniformité, elle n'est pas contraignante, en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien imaginer que le cylindrique au bout de la pièce, il est moins performant que le cylindrique qui est au milieu, en fait, hein, qui se retrouve dans tout le recoupement des luminaires, en fait. Hein. Et donc, la norme nous dit bien, bah voilà, si je ne sais pas où se trouve le plan de travail, bon, je dois reprendre le maillage du plan de travail pour mon éclairement cylindrique. Alors, si je ne sais pas où se trouve le plan de travail, c'est toute la pièce moins la zone d'exclusion qui devient plan de travail et donc maillage. Je dois respecter ce maillage sur cet éclairement cylindrique sur le maillage. Donc voilà, vous avez un maillage du plan de travail. Ces points de calcul, en fait, doivent correspondre à l'éclairement horizontal exigé et doivent correspondre à votre éclairement cylindrique. Même si vous avez compris qu'il ne faut pas oublier dans vos notes de calcul de faire des altimétries différentes comme on voit ici en fait. Donc là, ici, on voit bien qu'on est à 80 cm et 1,20 m en fait. Ok, ouais. Ok, merci. L'éclairage naturel est-il pris en compte dans les niveaux d'éclairement? Non. Étant donné que de toute façon, l'éclairement naturel est une autre composante. Et ça vous sera demandé peut-être quand vous allez faire le FLJ de votre bâtiment ou calculer le BBO en fait de l'ARE 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ici, on est sur un niveau d'éclairement, finalement, dans le cas le plus défavorable. Dans un bureau, là, ici, il vous faut 500 lux, il vous faut 500 lux en fait. Et si vous prenez la 1593, elle nous dit bien qu'un bureau, c'est utilisé à peu près 2500 heures par an sur les 8760. Et la partie nocturne et diurne, c'est 90% de diurne, 10% de nocturne. Ça veut dire qu'effectivement, ce fameux 500 lux dans un bureau est calculé pour 10% du temps. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je vais vous dire? Mais qui est déjà en fait dans l'ARE 2020 avec les coefficients réducteurs liés au système de gestion et qui est imposé dans le décret rénovation aussi. Hein. Je vous conseille de bien le lire tous. Pourquoi? Parce que finalement, le décret rénovation, dès qu'on a de l'éclairage naturel, eh bien, on vous dit qu'il faut obligatoirement mettre une régulation en fonction de la lumière naturelle parce que 90% du temps, j'ai de l'éclairage naturel gratuit. Alors certes, pas forcément en grande quantité, toujours, par rapport aux périodes d'été, mais effectivement, l'éclairage naturel est gratuit et permet de faire des variations. Je ne sais pas si ça répond à votre question sur la prise en compte de l'éclairage naturel. Non, il n'est pas pris en compte dans ces demandes, étant donné que vous avez toujours un cas le plus défavorable. Hein, en décembre, vous amenez vos enfants à l'école, ils arrivent en cours à 8h30, il fait nuit, ils s'en vont à 16h30, il fait nuit en fait. C'est les fameux 10% en fait. Hein. Donc on fait toujours un projet en fonction de la contrainte la plus forte en fait. C'est comme les normes, s'il y a 2 normes, on prend la plus compliquée. L'obligation, la 12464-1, hein, je vous l'ai dit, hein, la norme est appelée dans l'arrêté RE 2020 en fait, que je vous ai montré en début de présentation. Donc, ce qui fait que quand une norme est appelée par un arrêté ou un décret, finalement, elle est obligatoire. S'il y a
il y a plein de normes en fait qui sont transposées en NF, mais qui sont appelées par personne, donc finalement elles ne sont pas obligatoires. Je prends par exemple la 13201, aucun arrêté n'appelle la 13201, qui est l'éclairage public. Il n'y a pas d'obligation d'éclairer nos rues en fait. Mais là ici, si on éclaire, bah, on fait toujours référence à un texte écrit. Donc on va appliquer la 13201. Là ici, je le répète, hein, il y a obligation d'utiliser la 12464-1 dans un bâtiment neuf. Dans les bâtiments en rénovation, bah, finalement, c'est le bon sens qui prime et j'espère bien que en 2027, quand on va faire le nouveau sondage, eh bien, on voit bien que les pratiques montent progressivement. Hein. C'est-à-dire qu'on va peut-être passer à 50% des bureaux à 500 lux. Bon, après, voilà, hein. Je comprends aussi le fait qu'on construise des bureaux à 300 lux parce que bah, c'est moins cher et puis bah, libre à l'occupant de ramener sa lampe frontale pour être à 500 lux hein, sur son bureau. Rigole, hein. Mais complémenté avec un luminaire de bureau, quoi. Pour compléter ton discours par rapport à la réglementation, le point, à partir du moment qu'on est, comme tu le dis très bien, un texte, une norme d'application, par nature et d'application volontaire, seul un texte réglementaire, donc on a des décrets qui précisent certaines normes qui sont d'application obligatoire. Et après, on a donc des codes qui sont construits avec des ordonnances, des lois, des décrets, des arrêtés, qui là, notamment si je prends soit le code de l'environnement, soit le code du travail pour ce qui te concerne, dans ce décret, ce code du travail, si on fait référence à un texte normatif, alors je prends par exemple pour l'éclairage la 17200 ou la 18510, on a donc une obligation. Donc on n'est plus du tout sur, on n'a même plus à se poser la question d'application volontaire obligatoire, on l'applique dans le cadre du code du travail. On est sur des codifications réglementaires qui sont différentes. On n'est plus sur l'aspect normatif. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma présentation. Donc une autre question, effectivement, au 1er juillet de cette année, hein, l'Aéro 2020, donc vous avez eu le décret d'application est paru en août l'année passée. Il rend obligatoire au 1er janvier pour le résidentiel. Ça veut dire que si vous faites construire votre maison actuellement, vous devez être conforme à l'Aéro 2020. Par contre, le législateur a laissé pour le tertiaire un petit délai supplémentaire, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il est obligatoire à partir du 1er juillet de cette année. Ça veut dire que tous les bâtiments que vous allez construire professionnels à partir de cette année, eh bien, ça sera l'Aéro 2020 qui va s'appliquer. Alors, les niveaux d'éclairement seront-ils vérifiés à la réception du chantier? Non. Non, étant donné que, effectivement, c'est le gros souci, c'est-à-dire que bah, il y a une obligation, mais il n'y a pas de contrôle. Pourquoi? Parce que déjà, on sait très bien que l'Aéro 2020, le passage d'une réglementation thermique coûte aux constructeurs 15 à 20% de plus, en fait. Et ça, c'est ce qu'on a vu hein, avec la RT 2000, 2005, 2012, en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut repenser un petit peu son mode de construction, en fait. Et en plus, pas de chance, depuis quelques mois, il y a déjà des augmentations des matières premières qui fait que finalement, les constructions vont coûter beaucoup plus cher, en fait. Et d'ailleurs, bon, c'est un mauvais signal. Hein, beaucoup d'architectes commencent à dire si vous voulez construire et que vous n'êtes pas trop pressé, attendez et décalez, parce que finalement, ces matières premières qui augmentent et le passage à l'Aéro 2020, ça va faire un petit peu, ça sera un peu compliqué en fait. Mais donc il n'y a pas de contrôle étant donné que il n'y a pas de, ça ferait des coûts supplémentaires. Alors seuls des gros maîtres d'ouvrage en fait font des contrôles en fait, mais ça c'est dans l'appel d'offres en fait hein, avec réception du chantier avec des mesures. Mais là aussi, c'est l'installateur qui a obligation des résultats en fonction du cahier des charges en fait. La colonne 4, là effectivement, je vous ai dit, si vous pouvez répondre positivement à l'une de ces questions, en fait, hein,
effectivement, et principalement, ça sera les critères d'âge des personnes ou alors le local est-il peu exposé à la lumière du jour. Ça veut dire que si on n'a pas accès à la lumière du jour et les personnes sont plus ou moins âgées, eh bien finalement on va pouvoir monter en fait. Donc voilà, donc là ici vous posez ces questions à chaque lieu de travail et s'il y a un oui de oui, bah, on monte d'un ou de 2 crans. Et après, il y a la possibilité de descendre d'un cran. Et je vous ai dit, hein, si le temps est faible pour l'exécution de la tâche ou si les contrastes sont importants, en fait. Est-ce que des bureaux de contrôlabilité, après, c'est le bureau d'études hein, qui fait son projet en appelant la norme, en fait. Hein. Est-ce qu'on est prêt à appliquer la réglementation? Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, on le voit bien, là, vous êtes une quarantaine hein, d'intéressés. Maintenant, j'aurais tendance à dire les fabricants qui sont aussi les bons messagers de la norme, bon, se font des formations en interne. Pourquoi? Parce que bah, finalement, elle est sortie au mois d'août l'année passée, mais il y a toujours une prise en main de la norme et puis bah, finalement une mise en place dans les cahiers des charges et ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je ne désespère pas. Hein, quand je vois le nombre de personnes qui sont inscrites, il y a beaucoup de demandes de renseignements en fait. Elle va se diffuser tranquillement, je pense, sereinement dans la profession. Avec les différents acteurs qui vont en faire la promotion. À l'AFE, on fait déjà les formations de base ou de maîtrise avec cette norme. Donc voilà, ça va se propager tout doucement. Bon, là, pourquoi on passe à 750? Parce que je vous ai dit, effectivement, là, ici, le bureau, c'est 500. C'est 500 à 1000, mais on change en fait de niveau. Hop, je retourne en arrière, suivant finalement les échelles. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous répondez oui à une question, on va passer de 500 à 750. Si vous répondez une deuxième fois oui, on va passer à 1000. Mais là, ici, effectivement, c'est pas 500 et 1000, c'est 500, 750, 1000. Voilà. Des bâtiments d'habitation. Non, là ici, l'habitation, on n'a pas l'espace commun dans les bâtiments d'habitation, ça relève de l'accès handicapé en fait, avec les réglementations de 2015 en fait. Sur les logements collectifs en fait. Donc là ici la 12464-1, si vous regardez le titre, c'est bien les lieux de travail intérieurs. Donc une circulation de bâtiments collectifs n'est pas un lieu de travail en fait. Oui, bonjour, je me permets de poser une question à l'oral, plus Oui. simple que d'écrire je trouve. Donc merci pour cette présentation, déjà c'est très intéressant. J'avais une question sur les éclairements cylindriques. Oui. Alors je suis loin d'être un spécialiste et puis ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé, voire jamais. Il me semble que la position de l'observateur est nécessaire pour faire un éclairement cylindrique. Oui. Et donc je voulais savoir les calculs qui étaient aussi bien ceux qui étaient demandés par la norme que ceux qui étaient faits par les logiciels. Est-ce qu'à un moment donné la position de l'observateur est définie ou est-ce que c'est le logiciel qui fait une moyenne sur plusieurs positions? Comment ça se passe? Non, c'est vous qui mettez la hauteur. Et dans la norme, là, ici, je vous ai remis la vue. En fait, si c'est une position assise, c'est 1,20 m. Si c'est une position debout, c'est 1,60 m. La hauteur, mais la direction d'observation, ça marche pas comme des verticaux, un cylindrique? On ne doit pas définir une direction d'observation? En fait, là, ici, la norme nous dit qu'on peut prendre les 4 verticaux et faire la moyenne au point des 4 verticaux, mais le Ouais. logiciel va faire cette moyenne ponctuelle en fonction de l'éclairement vertical à la hauteur que vous avez mise, en fait. Et donc, comme vous devez respecter le maillage de votre plan de travail, vous allez voir, de toute façon, quand vous allez mettre une surface de calcul et vous allez cocher je veux le cylindrique, il va vous mettre une valeur moyenne cylindrique à chaque position en fait. Et après, il va vous faire la moyenne des éclairements cylindriques, tel que est demandé
dans la norme en fait. Entendu, bah, écoutez, je vous remercie. D'autres questions? Oui, petite question. Concernant l'avancement des projets sur Dialux, je voulais savoir, là, vous, dans votre présentation de Dialux que vous avez montré concernant les éclairements moyens des murs et du plafond, c'est vous qui les avez paramétrés avec le déport des 50 cm. Est-ce qu'à terme, peut-être, Dialux, est-ce que par défaut, on pourra obtenir ces valeurs directement selon les dimensions de la pièce d'origine? Bah, là, je pense que Dialux va intégrer la dernière norme. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore fait. C'est-à-dire que là, ici, pour avoir ça, vous allez dans objet de calcul, vous cochez sur surface principale de la pièce et il vous donne les informations telles que je vous ai présentées là, en fait. Et vous avez la possibilité de changer la marge aussi, en fait. D'accord. La marge de déport des 50 cm, c'est vous qui l'avez modifiée, ça c'est automatiquement par Dialux, mais vous pouvez la modifier si vous souhaitez, en fait. D'accord, ok. Donc, vous allez dans objet de calcul et vous avez un petit onglet là, ici sur la gauche, qui est les surfaces principales. Vous cliquez sur entrer les surfaces principales et donc vous allez avoir ces valeurs supplémentaires qui vont s'indiquer et puis qui seront dans l'édition, en fait. Ok. D'accord, merci beaucoup. Marie-Pierre Alexandre, directrice générale de l'AFE. Merci beaucoup, Franck. C'est une super présentation comme d'habitude et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver pendant les formations de l'AFE, aussi bien sur le base en éclairage intérieur, mais aussi sur tous les Dialux intérieur, extérieur, et aussi sur une formation très spécifique sur cette norme. C'est vrai qu'il est important, moi je le redis, de bien maîtriser cette norme, soit pour pouvoir avoir comment dire, des exigences en tant que maîtrise d'ouvrage, des exigences particulières et de bien pouvoir les vérifier. Et à la maîtrise d'œuvre, c'est de pouvoir proposer quand même des projets qui répondent à cette norme. C'est quand même effectivement important de pouvoir bien la maîtriser. En tout cas, je vous remercie tous, vous étiez très très nombreux. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site de l'AFE. Je pense qu'on fera une fiche sur cette nouvelle norme, mais vous recevrez aussi la présentation, évidemment, d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Franck. Je sais que tu es pressé là, donc on va te laisser. Alors, merci mille fois pour cette présentation qui est toujours très claire. Et en tout cas, je vous remercie tous. Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez à Roger ou même directement à l'AFE, il n'y a aucun souci. On est présent pour vous aussi, pour répondre. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Je pense que tout le monde est sous le soleil. Donc, merci à tous et surtout, voilà, faites en sorte que cette norme puisse être bien mise en place partout. Voilà. Merci beaucoup. Diffusez la bonne parole. Diffusez la bonne parole. Nous, on va continuer aussi. Merci mille fois. Merci Marie-Pierre, merci Franck. Et puis, je vous souhaite également à tous une très bonne journée. Et on vous dit donc à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.